Pour un webinaire emploi sportif constat et enjeux qui se raccroche au module 4 de mémoire. Hop, je vais rentrer juste les personnes qui arrivent. Donc on est parti là pour à peu près une heure et demie d'échange avec Romain Vivi, qui est directeur emploi formation au Cosmos. Il aura déjà eu l'occasion de vous présenter un peu ce qu'est le Cosmos pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, l'enjeu là, comme on dit à chaque fois, hein, c'est pas de faire vous des experts de l'emploi, mais c'est plutôt de vous donner des grandes données, des grands chiffres, des grandes orientations en tête pour que vous puissiez être potentiellement allé sur ces sujets-là derrière. Vraiment, n'hésitez pas, comme d'habitude, à poser les questions que vous pourriez avoir, à faire aussi des passerelles avec les expériences que vous pouvez vivre dans les structures dans lesquelles vous êtes impliqué. Voilà, c'est l'occasion d'échanger sur ces sujets-là. Même entre vous, je pense qu'il y a des choses intéressantes à partager. Donc, n'hésitez pas à le faire. Nous, on a prévu quelques animations, on va dire, via Klaxoon aussi pour vous permettre de vous exprimer, mais n'hésitez pas à prendre la main à lever la main ou à prendre la parole. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qu'on vous propose, vous êtes, je crois, une petite quinzaine. Quand vous prenez la parole, n'hésitez pas à vous signaler de quelle discipline vous êtes issu. Notamment pour Romain, ça leur met un peu quelques éléments de contexte pour voir un peu quels enjeux vous pouvez avoir à l'échelle de votre discipline, de votre fédération. Donc voilà, n'hésitez pas. Et Romain, je te passe la main. Eh bien, écoute, merci beaucoup Romain. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Comme l'a dit Romain, faut surtout vraiment pas hésiter à me couper, à me poser toutes les questions que vous voulez. Et puis effectivement, à chaque fois, c'est pas mal si vous pouvez vous présenter en quelques mots votre structure et vos missions. Donc on va parler effectivement de l'emploi sportif dans notre écosystème un peu resserré branche sport, avec l'idée de vous faire un petit panorama de la situation, des grands enjeux, et puis aussi comment on essaie de porter un certain nombre de politiques au niveau du Cosmos et avec les partenaires sociaux de la branche que je vais vous présenter juste ensuite pour répondre aux enjeux qu'on a pu identifier. D'abord, quelques mots pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le Cosmos. Donc, c'est une organisation patronale qui fédère aujourd'hui 12 000 adhérents. 12 000 adhérents qui viennent du monde associatif et fédéral pour un grand nombre d'entre eux. Donc, on a quasiment toutes les fédérations sportives qui sont aujourd'hui adhérentes du Cosmos, et puis leurs organes déconcentrés, ligues régionales, comités départementaux, et puis aussi, évidemment, les associations sportives affiliées à ces fédérations. Le Cosmos regroupe aussi l'ensemble du sport professionnel français. Alors, ce sport professionnel est fédéré dans des unions de clubs. Donc, par exemple, on a Foot Uni qui représente l'ensemble des clubs professionnels de foot, qui est adhérent du Cosmos, et c'est la même chose pour l'Union des clubs professionnels de rugby et depuis quelques temps maintenant des unions de clubs de sport pro féminin. Et puis on a un troisième collège qui regroupe les loisirs marchands. Donc loisirs marchands, c'est ce qui sont les réseaux de fitness, les clubs de plongée, les réseaux d'escalade privés et l'événementiel sportif. Donc ça, ce sont les organisateurs d'événements. ACO, Paris 2024 était adhérent du Cosmos, Alpes 2030 vient de nous rejoindre. Et puis on a enfin les gestionnaires d'équipements de piscine, par exemple, Vermarine, Récréa. Donc ces 12 000 adhérents font du Cosmos la principale organisation patronale de la branche du sport. Il faut savoir que dans la branche du sport, on est deux organisations patronales et le Cosmos fait 86% de représentativité. La représentativité, c'est la mesure tous les 4 ans par le ministère du Travail de l'audience d'une organisation dans la branche. Donc elle décompte son nombre d'adhérents et ça nous donne un poids dans la branche. Et puis on n'est pas uniquement des organisations d'employeurs dans le secteur, évidemment. On travaille conjointement avec 3 organisations de salariés qui, elles aussi, ont été reconnues représentatives par le ministère du Travail. C'est la CFDT, la FNAS qui représente les sportifs professionnels et la CGT. Et donc, c'est ces 5 organisations qui portent une politique de branche et je vais vous décrire juste ensuite ce à quoi correspond notre branche. Et donc, les 12 000 adhérents du Cosmos salarient ensemble et emploient ensemble 100 000 salariés. C'est-à-dire un peu plus de la moitié des salariés du secteur appartiennent à des structures qui adhèrent au Cosmos. Si on veut voir un peu plus en détail, on voit que dans le secteur associatif, on a évidemment le CNOSF qui est notre adhérent historique puisque c'est le CNOSF qui a pris l'initiative avec un certain nombre de fédérations de créer le Cosmos il y a déjà maintenant presque 30 ans, en 97. Mais on a aussi, en dehors des fédérations que j'ai pu vous évoquer, des structures comme Fair Play for Planet, comme l'UCPA ou comme encore Sportsora. Le sport pro, je viens de vous l'évoquer, c'est toutes les unions de clubs de sport professionnel. Et puis les loisirs marchands, quelques marques
Climb Up, l'UTMB, France Outdoor, voilà, tout ça, c'est la constellation un peu que regroupe le Cosmos en cette année 25. À quoi on sert? Nos principales missions, et notre mission numéro une, finalement, c'est d'accompagner la professionnalisation des structures employeurs de la branche du sport. Et pour ça, on a une première vocation, c'est de les accompagner, et donc d'accompagner les employeurs dans toutes les démarches qui ont trait finalement à la vie et à la relation employeur-salarié. C'est quel contrat de travail je dois proposer, comment je gère le temps de travail, comment je gère les congés payés. Et donc pour ça, nous, on a une équipe de juristes, on a 8 juristes au Cosmos sur une équipe globale de 22 personnes. On a 8 juristes dont le quotidien est de répondre aux questions par téléphone ou via notre plateforme, via notre site, de tous nos adhérents sur ces aspects notamment de droit social. Et puis, on a aussi sur notre site des fiches pratiques sur toutes les thématiques qui impactent les employeurs du sport, des modèles de contrat, et puis évidemment des articles d'actualité et des newsletters. Et puis enfin, pour accompagner toujours nos adhérents, on a un organisme de formation qui propose une douzaine de thématiques et qui dispense une vingtaine de formations par an, soit via notre catalogue, soit à la demande de nos adhérents. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. On a un deuxième, notre ADN, c'est aussi depuis l'origine de négocier le texte de la convention collective. Je vous parle de branche, c'est parce que dans le sport, on a une convention collective qui régit finalement un peu les relations entre les employeurs et les salariés et qui propose des dispositions qui sont en lien avec les besoins, les enjeux du secteur et qui peuvent différer donc du code du travail. Donc c'est voilà une norme sociale qui est ajustée aux besoins et enjeux du monde du sport, que ce soit les employeurs ou les salariés. Et c'est ces 5 organisations que j'évoquais juste avant, les 2 organisations patronales et les 3 organisations de salariés, qui négocient le texte de la convention collective. Et puis en dehors de négocier le texte de la convention collective, elle porte des politiques fortes en matière de formation. J'y reviendrai. En matière de certification, on a un organisme certificateur qui déploie un certain nombre de diplômes pour répondre aux enjeux justement de professionnalisation de notre secteur. Et puis notre troisième vocation, c'est celle de représenter nos adhérents auprès des pouvoirs publics et de toutes les instances comme donc l'Agence nationale du sport par exemple, mais donc sinon auprès des ministères du travail, des sports, de l'économie et des finances, où là on porte les enjeux de nos adhérents pour essayer de faire évoluer les dispositions notamment législatives ou obtenir des financements pour le compte de nos adhérents. Encore une fois, je vais assez vite parce c'est assez dense, mais encore une fois, à chaque fois, n'hésitez pas à prendre la parole ou la demander. Ça sera avec grand plaisir si je peux vous renseigner. On a des grands enjeux et notre vocation, je l'évoquais, c'est celle en premier lieu de la professionnalisation de notre secteur et le développement des structures sportives, qu'elles soient associatives, du sport pro ou commercial. Et ces structures ont des enjeux et des niveaux de professionnalisation très différents. Et donc, on s'adapte pour accompagner ces différents niveaux d'enjeux et de professionnalisation. Et évidemment, en découlent les travaux qu'on porte pour accompagner le déploiement des emplois dans la branche du sport. Donc, je vous donnerai des chiffres ensuite. Et favoriser notamment l'accès à une profession réglementée qui est celle d'éducateur sportif, qui finalement est la principale profession de la branche en termes de volume d'emploi. C'est 60% des emplois de la branche qui portent sur ce métier d'éducateur sportif. Alors, c'est pris au sens générique, ça peut vouloir dire animateur sportif pour des enfants, pour des personnes qui font de la pratique loisir, éducateur sportif en club avec des pratiques compétitives, et ça va jusqu'à entraîneur professionnel. Tout ça, c'est réuni sous l'appellation éducateur sportif. Donc c'est 60% des emplois de la branche, ce qui n'est pas neutre. Et c'est réglementé, donc avec une obligation de diplôme, on va voir que ça impacte les politiques que nous pouvons porter. En dehors de travailler à déployer l'emploi, on a un enjeu aussi fort qui est celui de fidéliser les professionnels du secteur et de mettre en place les conditions qui vont favoriser finalement leur évolution professionnelle dans notre filière sport et parfois même dans leur propre structure.
Là aussi, on y reviendra. Vous verrez que tout ce qui découle après, c'est guidé par ces enjeux que nous portons. Et puis enfin, évidemment, on a des publics spécifiques, notamment les sportifs professionnels, pour lesquels il faut qu'on puisse organiser les conditions les plus efficientes de mobilité professionnelle. On sait que sportif pro et voire même éducateur sportif ou entraîneur, c'est des métiers qui sont pénibles physiquement, qui ne sont pas toujours occupés tout au long d'une carrière professionnelle. Alors, évidemment, surtout sportif pro. Et donc, il faut qu'on crée, nous, les conditions pour permettre à ces professionnels de se reconvertir de la meilleure manière possible. Et donc pour ça, avec les partenaires, on a un certain nombre de commissions. Alors on a d'autres commissions que les trois que je vais vous présenter ici. On a des commissions sur la santé, sur la prévoyance, une commission spécifique au sport pro, mais on a trois commissions qui sont vraiment interconnectées et qui œuvrent ensemble pour travailler à ces enjeux de professionnalisation. La première, c'est l'Observatoire des métiers du sport. Cet observatoire, il a vocation d'identifier les besoins, d'avoir des photographies de panorama de l'emploi et des structures dans le secteur, et puis d'identifier les enjeux actuels, mais aussi prospectifs. Ces études et ces travaux, ça a permis d'alimenter les deux autres commissions en lien. L'organisme certificateur du sport, je vous l'ai dit, nous sommes une branche et c'est original au sens où c'est pas le cas de toutes les branches. On a créé un organisme certificateur qui porte 40 diplômes et que je vais vous détailler. Alors pas les 40 diplômes, je vous rassure, mais donc je vais vous détailler les objectifs et enjeux en lien. Et puis une commission paritaire nationale emploi-formation, qui est vraiment une instance la politique, euh, qui, euh, qui porte un certain nombre de décisions pour favoriser la professionnalisation et puis qui également gère des fonds de la formation professionnelle. On a 280 millions d'euros par an qui sont injectés au profit des salariés de la branche pour qu'ils puissent se former au métier du sport. Cette commission a vocation à gérer ce fonds et à mettre en place les dispositifs de formation les plus adaptés possibles à nos publics et à leurs besoins et enjeux. Si on rentre plus dans le détail donc de l'emploi dans le secteur, donc l'Observatoire, je viens de vous le présenter, euh, il a vocation à porter donc des études quantitatives ou qualitatives. Là, le premier focus, c'est vraiment l'étude un peu socle de l'ensemble de nos travaux, c'est ce qu'on appelle le rapport emploi-formation, qui nous permet et qu'on a réalisé en 2018, mais surtout qu'on a réactualisé l'année dernière en octobre 2024. Donc les chiffres que je vais vous présenter sont vraiment très récents. Et ça a donc vocation à présenter ce rapport emploi-formation, la typologie des structures de notre secteur, leur nombre, leur taille, leur type, leur activité, et la typologie évidemment des emplois. Là aussi, nombre d'emplois, euh, la répartition hommes-femmes, les durées de contrat, les typologies de contrat, le temps de travail, la durée, enfin l'âge moyen, etc. Et puis, à travers ce rapport emploi-formation, et parce qu'on le mesure régulièrement dans le temps, on peut constater les dynamiques qui sont en place et à l'œuvre dans notre secteur. Et puis, ce rapport emploi-formation, il a vocation à donner des informations au niveau national, mais il est aussi décliné en fiches régionales avec des données emploi et structure qu'on retrouve région par région. Je ne sais pas si Romain l'a dit, mais évidemment, là, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les éléments que je vais vous présenter. Par contre, les études que vous souhaitez pouvoir consulter, vous pourrez les retrouver via notre site et via les liens qu'on pourra vous envoyer dans ces prochains jours, et notamment ce rapport emploi-formation. Euh, alors, à noter, dans la branche, alors je suis peut-être allé vite, Romain, je reviens en arrière parce que je crois que tu avais peut-être des questions ou des Ouais. petits quiz sur le nombre de salariés. Donc, ceux qui ont été Yes. vigilants, ils l'ont vu apparaître, mais je suis revenu en arrière. Non, mais bon, attends, je mets juste du coup dans le fil le lien vers le site du Cosmos pour ceux qui veulent aller consulter en direct ou demain et notamment regarder un peu les études qui sont mises en ligne, comme ça vous l'avez en direct. Tac, tac, tac. Je me remets sur l'action en même temps. Hop. Euh, on vous a ouvert une première question. Attendez, bougez pas, je vais faire dans l'ordre, je vais remettre le QR code pour ceux qui l'ont pas. Hop, j'ai. euh, c'est pas ça que je veux partager.
Euh, euh, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Honnête. Hop là. Vous avez le QR code du coup sous les yeux si j'ai pas foiré mon partage, vous permettant de scanner celui-ci et d'avoir accès à une activité sur Klaxoon qu'on vous a ouverte. C'est un petit sondage, deux questions un peu en introduction que je n'ai plus sous les yeux, que je me remets. Est-ce que vous avez déjà été amené à recruter des salariés ou en tout cas est-ce que dans vos structures vous pouvez potentiellement gérer des salariés? Et ensuite la deuxième, et hop, on enlève. Quels sont les sujets qui vous ont le plus questionné à ce moment-là? On vous a mis quelques propositions sur lesquelles vous pouvez vous positionner. Voilà, c'est un sondage, ça nous permet aussi de voir un peu nous l'expérience que vous avez sur ces sujets-là et les questions, les questionnements un peu que vous avez pu, auxquels vous avez pu être confrontés et qui ont pu vous mettre en difficulté ou vous alerter en tout cas. Si vous êtes en difficulté sur le QR code, vous n'hésitez pas à me le dire. Je peux remettre le lien également dans le fil si nécessaire. T'as mis à dispo que la première question hein, pour l'instant, Romain? Ouais, c'est Ok, ça. ok, Ça ok. sont deux étapes, je crois. Ok. Donc, première question. Tout le monde a pu y répondre, c'est bon. Si c'est pas le cas, je veux bien que vous dites non. Je vais avoir deux personnes qui n'ont pas dû répondre. Donc, dans votre parcours dirigeant, avez-vous été amené à recruter des salariés? 55% des présents ce soir nous disent que oui, 45% nous disent que non. Ok, donc on a déjà un public qui est un peu averti à certains sujets. Deuxième question. Quels sont les sujets problématiques qui vous ont le plus questionné? J'ai fait une coquille d'ailleurs. Normalement, vous avez les propositions qui apparaissent vous sous les yeux. Je ne les ai pas moi dans ce que je partage, mais vous les avez normalement à l'écran. Émilie qui m'envoie. Émilie, bienvenue déjà. Tu dois pouvoir avoir accès au fil. Normalement, une discussion est un lien pour aller sur Klaxoon. On est en train de faire un petit sondage en direct. Je vous laisse encore quelques secondes. Bon, tu vas arriver à la fin du sondage, donc tu ne rattraperas pas pour ceux d'après. Personne. Pas de souci, Laurent, si tu n'arrives pas à ouvrir le lien. Allez, je clôt dans 10 secondes. Alors, vous nous avez évoqué principalement les sujets de pérennisation d'emploi. Ok, donc à 58%. Difficulté de recrutement à 50% des votants. L'accès à la formation des salariés à 33%. La capacité de votre structure à fidéliser le salarié. Ok, 42%. Et en dernier item, la contribution de votre structure à l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Donc, c'était peut-être moins un sujet de votre côté. Ok, top. Merci pour vous. Merci pour ces premiers éléments. Et je crois, Romain, qu'il y avait deux autres questions. Ouais, je vais les Euh, lancer. Tac, tac, une tac. que j'ai pas encore évoquée, là c'est plus quiz, hein. Et une sur laquelle j'ai déjà donné les éléments, quoi. Ça me permettra de voir si sur les premières minutes au moins vous êtes un petit peu attentif. Ouais, j'ai un énorme doute. Je crois que... Allez, voilà. Sinon, c'est pas bien grave, on Non, enchaîne. c'est bon, j'avais un doute. Mais en tout Vous êtes cas, peut-être les chaud. éléments sur, Hop. que vous venez de remonter là, ils sont vraiment en ligne avec les problématiques qui sont rencontrées On vous majoritairement par les employeurs du sport, que ce soit le recrutement, la fidélisation, la pérennisation des emplois. L'accès à la formation, j'espère pouvoir vous donner un certain nombre de billes parce que normalement, on a organisé les choses pour que l'accès à la formation soit quand même largement favorisé dans notre secteur, mais on y reviendra tout à l'heure. On vous ouvre un deuxième activité qui est un board cette fois avec le bouton plus que vous devez avoir sur le téléphone ou sur votre ordinateur. Vous pouvez ajouter une idée. Vous pouvez choisir la couleur de l'idée normalement sur la droite entre le jaune et le bleu. Jaune, c'est plutôt pour répondre à la première question. De combien d'entreprises la branche sport est-elle constituée? Les post-it bleus, c'est pour répondre à la deuxième. Quel est l'emploi le plus représenté dans les structures appliquant la CCNS? Donc CCNS, convention collective
national du sport, qui fêtait son anniversaire ce jour-ci, non? Alors, on va le fêter officiellement le 12 octobre, dans un événement qui va regrouper un peu tout l'écosystème. Mais effectivement, la convention collective a été rédigée, préparée, adressée au ministère du Travail le 7 juillet 2005. Donc, elle a 20 ans. Bon. Ouais, il va fêter les anniversaires des CCN. On connaît les dates, c'est beau. Ok, on a quelques propositions qui arrivent. N'hésitez pas, hein, sentez-vous libre. Pour le coup, il n'y a il y a pas de galère. Donc je rappelle en jaune, plutôt des données chiffrées. Donc d'après vous, combien d'entreprises de la branche sport est-elle constituée? Et en bleu, quel est l'emploi le plus représenté dans les structures appliquant la CCNS? Allez-y, hein, faites-vous plaisir. Et je vais le mettre dans l'ordre, tiens. Par comme juste prix. On a une réponse qui est très proche de la réalité. Je vous laisse encore quelques secondes. Slide, je vais le mettre ensemble. Le cadran d'APS. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous avez besoin de plus de temps. Vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez vous signaler en disant j'ai besoin de plus de temps. Sinon, je clôt. Allez, hop, hop là. Romain, je te laisse la main sur le partage. Yes. Alors, sur l'emploi le plus représenté dans les structures appliquant la CCNS, ce que j'avais pu évoquer tout à l'heure, c'est celui d'éducateur sportif. Hein, je le redis, au sens générique, ça revêt plusieurs typologies d'emplois, mais c'est 60% des emplois de la branche. Et c'est un enjeu puisque ce sont des emplois réglementés, et donc avec une obligation de diplôme, donc de formation. Je vais juste essayer de repartager mon support. Je ne sais pas si vous voyez encore. On te voit toi, mais pas le support. Donc j'y vais. C'est en train d'arriver. Et c'est bon. Et la réponse à la deuxième question, elle apparaît. Donc il y avait un 36 000. Je ne sais pas qui avait posé 36 000, mais c'est vraiment pas loin de la réalité. On a 34 000 structures employeurs aujourd'hui dans la branche du sport et près de 200 000 salariés. Alors les chiffres comme ça sont pas forcément très parlants. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est la dynamique qu'on connaît depuis 10 ans dans le secteur. On a une croissance en emploi depuis 2014 de 7% de croissance annuelle par an. C'est beaucoup plus que n'importe quelle autre branche professionnelle aujourd'hui, où la moyenne des autres branches est plutôt aux alentours de 1,5% de progression. Donc c'est quand même un jump assez énorme qui s'est opéré depuis 10 ans. Et puis, il se traduit aussi en nombre de structures, puisqu'en 2014, on était plutôt aux alentours de 18 000 structures, et aujourd'hui, on a 34 000 structures dans la branche du sport. Donc ça, c'est des éléments intéressants. Par contre, en dehors de ces dynamiques, on a aussi des problématiques et des fragilités assez prégnantes. Alors, on a une tendance à la consolidation des emplois, c'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, on a moins de temps partiel, on a moins de contrats de courte durée, mais les chiffres sont encore un peu trop importants. 22% de CDD, 28% de temps partiel, c'est supérieur aux autres branches professionnelles françaises, mais là, pour le coup, on est sur une tendance à l'amélioration. Par contre, là où on a des vrais enjeux et des vrais sujets, c'est la fidélisation. Alors oui, Amandine.
Oui, bonjour, pardon, je voulais pas vous couper, hein, Non, c'était non, non. pour savoir si aussi dans ces CDD ou dans la typologie de contrat, vous comptiez tout ce qui était, par exemple, les alternants, les contrats de professionnalisation, les apprentis, parce qu'aujourd'hui, ils sont considérés quand même comme salariés au vu Oui. de l'État, on va dire, mais est-ce qu'ils sont compris là-dedans? Alors non, ils sont comptabilisés dans nos autres chiffres, ils sont pas comptabilisés dans celui-là. Et puis par ailleurs, en plus, il y a une explosion de l'apprentissage, j'y Ouais, reviendrai tout à l'heure, mais effectivement, on est passé de 4 à 5 000 apprentis dans la branche en 2020 à aujourd'hui près de 25 000. mm, Donc il y a une explosion de l'apprentissage qui s'explique par les aides à l'emploi et par le fait que ça soit aujourd'hui un dispositif d'emploi et de formation qui est particulièrement approprié à nos besoins. Mais pour le coup, là, c'était plutôt CDD versus CDI, mais entre d'accord. guillemets classique. Ok, Parce que c'est comme ça que ça avait été mesuré en son temps et que pour pouvoir avoir voilà, une vision qui soit précise et objective de la chose, on l'a refait de cette manière-là. Mais on a des données plus globales qui intègrent ces contrats-là. ok. Euh, alors, voilà, vraie fragilité, c'est ce qu'on appelle le taux de fidélisation, et c'est revenu tout à l'heure dans vos réponses. Aujourd'hui, la durée de vie professionnelle dans la branche du sport de quelqu'un qui s'engage en CDI est d'environ 7 ans. La moyenne des autres branches, on est plutôt autour de 11. C'est-à-dire qu'on a un vrai enjeu de fidélisation. Et quand on rapporte ça au métier d'éducateur sportif, on sait aussi pourquoi. Métier d'éducateur sportif, c'est un métier qui peut être pénible à occuper du point de vue physique tout au long de sa carrière. C'est un métier qui a une atypicité du temps de travail. On travaille le soir, le week-end, et ça, pour un certain nombre de salariés, de professionnels du secteur, ça va un temps. Mais quand on est parent, quand on avance dans l'âge, c'est plus des emplois qui sont totalement adéquats. Donc on a un vrai enjeu, voilà, une vraie difficulté à réussir à fidéliser nos salariés. Et je vais vous expliciter comment on essaie d'y répondre. Évidemment, l'autre enjeu très très fort, c'est celui de la féminisation des emplois. Alors celui-là, il n'est pas du tout nouveau. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'y a aucune progression. On était déjà sur ce taux d'environ 35% d'emplois occupés par des femmes dans la branche en 2014 et on n'a pas progressé depuis. Donc là, clairement, il y a aussi un enjeu. Et on voit donc, comme on a du mal à fidéliser, que c'est une branche jeune avec une moyenne d'âge très jeune, donc 34 ans de moyenne d'âge dans le secteur. Là, c'était les fragilités en termes d'emploi. Si on parle des fragilités en termes de structure, on peut constater que la très grande majorité, alors oui, on a une progression en nombre de structures, mais la très très grande majorité sont des structures de toute petite taille, pour la plupart d'ailleurs associatives, pour 80% d'entre elles, mais 92% des structures de la branche ont moins de 10 salariés. Et couplé avec cette donnée-là, il y a la donnée des budgets, où on sait que 40% des structures de la branche ont des budgets inférieurs à 40 000 euros, ce qui sont vraiment des budgets modestes. Et ça veut dire qu'il est vraiment nécessaire, nous, qu'on mette tout en place pour accompagner leur professionnalisation. Mais on voit qu'il y a un sujet très clair de modèle économique, avec par ailleurs mesuré dans la part des budgets une baisse des subventions publiques. Alors ça date, ces rapports 2024 sur des données 2023, c'était avant jeu. Donc on a déjà constaté une baisse des subventions publiques, on craint fortement, et ce rapport emploi-formation, maintenant on va le mettre à jour tous les ans, on craint fortement que dans les prochaines années, la part des subventions publiques soit encore en grande diminution, ce qui veut vraiment dire qu'il y a un travail fort à faire autour des modèles économiques. Toujours dans les approches Conti, on avait également réalisé un diagnostic action sur les métiers en tension. Alors, il avait été réalisé post-Covid pour voir dans quelle mesure la crise Covid, alors ça vous allez me dire ça date, donc je vous le concède, et c'est pour ça que je vais tout de suite basculer sur la suivante. On parle toujours de ce diagnostic action sur les métiers en tension, mais c'était l'idée de mesurer voilà, les déficits et les départs de la branche dans le prolongement de la crise Covid, et on a vu que suite à cette séquence sanitaire, il y a 10% des emplois qu'on a perdu, 10% des salariés qui sont allés sur d'autres secteurs. Et ça nous a aussi permis de voir à ce moment-là, on a interrogé les employeurs pour savoir dans quelle mesure ils avaient ou non des difficultés à recruter. Et pour la majorité d'entre eux, 54%, c'est le cas. Et ces chiffres sont mis à jour via des études réalisées annuellement par le Cosmos ou via un dispositif sur la base main-d'œuvre et les besoins en main-d'œuvre qui est porté par France Travail,
là sur le secteur du sport. Donc, plus d'une structure sur deux nous indique qu'elle a des difficultés à recruter, alors soit pour des raisons économiques, on revient à la question des modèles économiques, soit pour des raisons de tout simplement de pénurie de candidats, et en particulier sur deux types de métiers, les encadrants sportifs et les postes de chargé de développement. Et on va y revenir parce que ça nous a mis en mouvement encore pour faire évoluer nos politiques de branche. Si on a une approche maintenant plus qualitative, on a donné des grands chiffres, on a également réalisé, alors tout ça, c'est les travaux de l'Observatoire des métiers du sport, une cartographie prospective des métiers du sport. L'idée, c'était de voir dans quelle mesure il y a ou non une massification de la pratique sportive par la population française et dans quelle mesure il y avait des évolutions dans les attentes des pratiquants. Alors les deux intuitions ont été validées. Oui, il y a clairement une massification de la pratique. Et deux, il y a une évolution des attentes avec aujourd'hui, et ça sera une surprise pour personne, mais évidemment, on est passé en une quinzaine d'années d'une pratique majoritairement compétitive, alors même à des premiers niveaux, départemental, régional, à aujourd'hui des attentes totalement nouvelles, avec en premier lieu la pratique loisir, et arrive juste après les enjeux de bien-être et bien-être et santé. Et ça se traduit aussi dans les chiffres licenciés, c'est-à-dire que la massification de la pratique, elle est très dense, et pour autant, si on compare les évolutions de licence dans les structures affiliées des fédérations sportives, la progression n'est pas aussi forte. C'est aussi parce que les nouvelles pratiques, pour une partie d'entre elles, se déroulent hors structure, hors club, un peu à la main du pratiquant au moment où il le souhaite, sans avoir nécessairement à aller tous les mercredis après-midi, le jeudi soir ou les lundis matins à sa séance de sport. C'est vraiment à la carte et avec des pratiques variées. Donc tout ça, ça impacte évidemment les structures du sport qui ont une nécessité absolue qui est de s'adapter aux nouvelles attentes des pratiquants. Et donc, par ricochet, ça impacte également les métiers du sport et les compétences associées à ces métiers. Et ça, je vais y revenir juste ensuite. Cette étude-là, elle a aussi eu vocation à identifier les aires de mobilité, c'est-à-dire comment on passe d'un métier à un autre dans le secteur du sport. Donc ça, là aussi, elle est disponible sur le site du Cosmos. Je ne vais pas rentrer dans le détail des aires de mobilité, mais en tout cas, il y a une base de travail qui est posée pour savoir comment je passe d'un métier d'éducateur sportif à de la gestion, administration, développement ou direction même de structure, quelles sont les passerelles, etc. Donc, il y a des éléments autour de ça. Et puis, il y a, à travers ce travail-là, l'élaboration d'une vingtaine de fiches métiers et que je vais vous présenter juste après. Donc, je l'évoquais, les principaux enseignements, je viens de les décrire. Si on parle des principaux métiers, on les a catégorisés en 4 groupes. Les métiers de l'encadrement de l'activité physique et sportive. Donc là, on retrouve l'éducateur sportif, mais on retrouve aussi le coach sportif personnel. Un nouveau métier qui émerge dans le secteur, c'est l'animateur socio-sportif, c'est-à-dire l'éducateur sportif qui aussi met en place des activités pour répondre à des enjeux d'inclusion, d'insertion. Et donc, il y a des compétences, des formations et des certifications qui se développent autour de ça. Donc, bref, on a une petite dizaine de métiers différents sous l'appellation, donc dans la catégorie métiers de l'encadrement. Ensuite, on a les métiers du développement des activités, responsable chargé de développement, chargé de promotion et de marketing sportif, responsable et chargé de l'événementiel. On a les métiers spécifiques au sport pro et les métiers enfin de la direction de structure, de la gestion et de l'administration. Pour chacune de ces catégories de métiers, on a essayé de traduire les impacts des nouvelles attentes des pratiquants et de l'évolution nécessaire des structures sportives. Ça nous a permis ensuite de mettre de ce que je vous ai dit juste avant, d'élaborer 20 fiches métiers. Alors une fiche métier, c'est donc la définition du métier, les exemples d'appellation, les principales conditions d'emploi, les conditions d'accès au métier, donc formation, certification, et surtout les évolutions de l'emploi et des compétences autour de cet emploi à horizon de 5 ans. Donc là, c'est avec l'idée, nous, de comment on transforme nos diplômes pour répondre aux nouvelles attentes des pratiquants.
Euh, et donc, si on prend un exemple, c'est la fiche éducateur sportif où on a catégorisé les principales activités. Donc, il y a 6 activités principales, là, vous en avez 3. Et au sein de chacune de ces activités, on a identifié les compétences qui devaient, dans les 5 ans qui viennent, vraiment se développer pour occuper de la manière la plus efficiente possible l'emploi en question. Donc, si on prend l'éducateur sportif, eh ben, il va avoir nécessairement demain des compétences supplémentaires en termes de développement des activités de sa structure, c'est-à-dire identifier les publics pratiquants sur son territoire, les nouvelles attentes, les nouveaux besoins pour adapter son offre d'activité, adapter ses séances à ces nouveaux pratiquants ou ces nouvelles attentes. Euh, et puis, il y a aussi tout un enjeu de promotion, de montage d'événements sportifs pour accompagner le développement de sa structure. On sait que dans les toutes petites structures du secteur, on a des salariés qui sont un peu des couteaux suisses, qui font de l'encadrement et qui donc proposent des activités, des séances de sport, mais qui par ailleurs travaillent au sein de la structure à son développement, au montage d'un événement, à la promotion de la structure. Et donc ça, c'est des compétences qui sont de plus en plus attendues. Donc on a un travail, donc c'est juste un exemple, autour de ces 20 fiches métiers avec les nouvelles compétences attendues pour occuper, encore une fois, de façon la plus efficiente possible le métier en question. Et donc, si on fait une synthèse de tout ce qu'on vient de se dire dans cette première partie, on voit qu'on a donc une massification de la pratique, donc une démocratisation, mais aussi une diversification des publics pratiquants et de leurs attentes, une progression du nombre de structures employeurs et une augmentation exponentielle du nombre d'emplois, et puis une tendance à la solidification des emplois. Donc tout ça, ça démontre un secteur qui est quand même extrêmement dynamique et beaucoup plus que la plupart des autres branches qui peuvent être connexes au sport. Mais vous l'avez compris, c'est aussi, vous le savez, pour un certain nombre de ces éléments-là, un secteur qui est quand même assez fragile et qui fait face à des enjeux assez prégnants. Des petites structures, pour la plupart associatives, donc petite taille, petit budget, une part d'emploi encore trop importante, de courte durée, que ce soit en termes de temps de travail ou de durée de contrat, un turnover qui est fort, hein, 7 ans de durée de vie moyenne pour quelqu'un qui s'engage en CDI dans le secteur versus 11 ans dans les secteurs connexes, des problématiques de métiers en tension. Alors ça, c'est un peu moins vrai parce qu'on a vu qu'il y a une progression donc très forte des emplois, mais on a quand même toujours des difficultés de recrutement et ça a été évoqué tout à l'heure, et notamment sur les métiers d'éducateur sportif, voire de chargé de développement, et puis un enjeu très fort de féminisation des emplois sportifs. Là, nous, on est en train de mettre en place un certain nombre de démarches sur ce sujet-là, mais on n'est pas les seuls, le ministère également. Je crois savoir que le CNOSF réfléchit aussi à la question. Les constats, on les fait depuis longtemps. Maintenant, il faut qu'on passe au stade d'avoir des solutions qui soient effectives et qui soient efficaces. Et donc, il y a des travaux qui sont menés autour de ce sujet-là. Bon, là, on n'a qu'une petite heure et demie, donc malheureusement, je ne veux pas rentrer dans le détail de tout ça, et je ne veux pas tous vous perdre sur tous les sujets qu'on pourrait adresser de façon beaucoup plus conséquente. Mais encore une fois, évidemment, vous avez les éléments. Et évidemment, si vous aviez des questions, même après ce temps d'échange aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à les faire passer à Romain qui me les fera suivre. Il n'y a aucun souci avec ça. Et donc, Juste Romain, moi, j'ai oui, une question peut-être pour le groupe. oui. Ceux justement qui sont déjà dans les structures employeuses et qui ont eu à gérer entre guillemets de l'emploi, sur les constats là qu'on vous évoque, les situations, c'est des choses que vous avez vécues, que vous confirmez, ou potentiellement vous avez vu aussi des choses différentes dans vos disciplines. Je sais pas de votre côté comment vous le voyez, vous le vivez. Je vois des têtes qui vont à droite à gauche. Oui, je peux intervenir. Bah, nous, c'est surtout qu'il y Tu peux a. redire la discipline, s'il te plaît, Amandine? Pardon, oui, excusez-moi. Non, non, t'inquiète. Je viens du milieu du squash. Donc, déjà, il y a pas grand monde, tout court. Donc en fait, il y a des fortes volontés d'associations ou enfin, de tout type de structures de mettre en place, tout type d'emplois. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure sur, l'alternance ou, les contrats d'apprentissage parce que, bah, c'est aussi lié, au budget et que, bah, ça forcément, ça coûte moins cher. Et donc, en fait, nous, c'est surtout qu'on a personne qui est intéressé pour prendre les postes. Donc, c'est vrai que nous, déjà, s'il y avait, au-delà de pérenniser, c'est déjà trouver une seule personne, ce serait super. Et donc, la plupart des salariés sont les éducateurs sportifs. Et après,
d'autres postes que vous avez pu évoquer dans les fiches, dans les exemples de fiches que vous avez, en fait, c'est des bénévoles. Donc, c'est des bénévoles dans les assos mais on ne peut pas développer tout ce qu'on veut parce qu'on n'a pas assez de temps, du coup, en tant que bénévole. Donc, ouais, nous, c'est plutôt ça. Parce qu'on sait, du coup, qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour mettre en place les emplois. Mais en fait, c'est que derrière, il n'y a pas grand monde pour postuler. Voilà. Et alors, de toute façon, c'est une réalité, hein. Il y a 300 000 associations sportives et j'évoquais tout à l'heure, on évoquait ensemble 35 000 employeurs, donc on voit que la grande majorité n'ont même pas du tout de salariés. Après, il y a des enjeux de faire savoir, de valorisation des métiers en question, et puis aussi se dire que, donc ça, nous, il y a plein de choses qui sont lancées, on l'a dit tout à l'heure, Romain m'a rappelé que c'était l'anniversaire de la branche, c'est vrai, c'est une branche extrêmement jeune. Vous allez voir ensuite, en dehors des études qu'on a pu produire, les politiques qui sont portées, mais il y a un certain nombre de choses là qui sont lancées. Il y a eu aussi sous l'égide de l'ancienne ministre des Sports en 2023, un Grenelle de l'emploi et des métiers du sport, et dans lequel les partenaires sociaux de la branche sont évidemment particulièrement impliqués. Et donc on a tout un collectif entre l'écosystème STAPS, les partenaires sociaux, le CNOSF, les ministères, qui vont mettre en place tout un certain nombre de démarches de valorisation des métiers. Et après, l'enjeu, c'est de pouvoir faire valoir l'idée que c'est pas une fin en soi d'entrer en tant qu'éducateur sportif, mais qu'il y a une richesse de métiers et qu'il y a une possibilité d'évolution dans la filière du sport, et que mettre le pied à l'étrier à travers un emploi d'éducateur sportif en squash, par exemple, c'est aussi, si on est passionné par le sport, parce qu'on a quand même la chance d'être dans un secteur qui est passion, de pouvoir évoluer professionnellement dans le secteur. Et donc, nous, dans notre ambition et notre responsabilité, c'est de créer les conditions qui vont favoriser cette évolution possible dans la filière. Alors, il y avait une autre main levée, je crois, Emma. Oui, alors je parle plus pour le patinage artistique. Mais c'est vrai que je partage un peu les constats que vous avez faits. Enfin, en fait, que ce soit au niveau des structures de type club, déjà, il y a un turnover énorme. Il y a énormément d'éducateurs sportifs qui changent de structure d'un an sur l'autre parce que difficulté à trouver un poste à temps plein ou difficulté à ce que les choses se passent bien avec des éducateurs qui ont peut-être été là depuis plus longtemps. Et c'est vrai qu'on a vu également beaucoup les jeunes diplômés. En fait, il y en a beaucoup qui veulent rester, par exemple, sur la région parisienne. Et donc, dans les territoires plus ruraux, il y a du manque. Ils n'arrivent vraiment pas à trouver des gens qui répondent aux offres. Mais par contre, ceux qui restent en Île-de-France, en fait, n'arrivent pas à trouver leur place et des postes pérennes parce qu'il y a trop de monde en Île-de-France. Et donc, c'est vrai qu'il y a un peu cette dichotomie. Et, euh, et de manière un peu similaire, bah, par contre, au niveau même de la fédération, c'est une toute petite structure avec pas beaucoup d'employés, avec un turnover qui est assez négatif en un sens, mais où aussi il y a ce problème à la fois de pérennisation des emplois, parce qu'il y a difficulté à donner des CDI, et également de budget, en fait, à donner un salaire qui est attractif et des conditions de travail qui correspondent aussi à ce salaire, et ne pas faire des heures et des heures et des heures de travail à très peu d'employés pour faute d'en recruter d'autres, en fait. Donc c'est vrai que ouais, ça me parle pas mal, tout ce que vous aviez dit depuis le début. Euh, Après, oui, oui, ça confirme, et c'est des cas, c'est des exemples qui confirment les vraies difficultés. De toute façon, nous, voilà, on n'a pas non plus la présomption de faire de miracles demain. L'idée, c'est qu'on essaie de trouver quand même des solutions qui soient les plus impactantes possibles, mais à des situations et à un panorama global qui est quand même extrêmement compliqué dans notre secteur. Donc, c'est pas non plus d'une évidence absolue. Mais oui, donc vous confirmez un peu, voilà, les cas d'espèce qui confirment finalement ce que vivent la majorité des structures de notre écosystème. Romain, si tu veux, il restait encore une question sur les diplômes, notamment. Ouais, pas de Euh, souci. Parce Je que l'ouvre. je vais basculer sur les diplômes après. Ouais. Yes. Je viens de l'ouvrir, j'ai partagé mon écran. Rendez-vous de nouveau sur Klaxoon. Vous avez encore une fois un board qui s'est ouvert normalement.
activité donc, jaune. Vous pouvez, comme d'habitude, je vais partager. Ah, vous avez toujours le bouton plus pour vous permettant de déposer un post-it. Hop. Et là, on vous demande, pouvez-vous nommer le type de diplôme permettant d'accéder à un emploi d'éducateur exerçant contre rémunération? Il y a deux, trois choses qu'on a pu évoquer depuis le début. Allez-y, hein, déposez vos idées. Les post-it sont anonymes de toute façon, donc sentez-vous libre. Oula, on a un technicien, quelqu'un qui maîtrise. Sentez-vous libre de déposer. L'enjeu, c'est un peu de voir où vous en êtes sur les connaissances sur le sujet, qu'on puisse aussi échanger dessus. Hop. Vous maîtrisez un peu le sujet. C'est encore 30 secondes. Allez, 10 secondes. Est-ce que les propositions conviennent déjà, Romain? Ah Parce non, que mais je oui. suis épaté là. Ouais. On a affaire à des connaisseurs. Allez, je clôt. Hop. Comme d'hab, je mets la J'ai capture rien dans le vu à fil, côté de c'est la bon. plaque. Hop là. Je te relaisse la main sur le partage. Enfin, comme tu veux. Ou tu veux que je le garde pour l'instant? Non, non, Mm. vas-y, je vais reprendre. Je vous mets la capture dans le fil. Pardon. Hop, j'arrête. Hop là. Pardon, je suis pas hyper doué. Je vais y arriver. Yes. Donc, la branche porte des politiques assez fortes et assez ambitieuses pour le coup autour de ces enjeux de professionnalisation en réponse à tout ce qu'on a pu se partager juste avant, et notamment à travers la mise en place de certifications qui ont justement vocation à être une porte d'entrée assez souple vers les métiers du sport, une entrée accessible, un premier niveau de diplôme que je vais vous partager juste ensuite. Donc la première chose, on va d'abord un peu faire un focus sur le principal emploi, encore une fois en nombre, hein, évidemment, de salariés dans le secteur, donc celui d'éducateur sportif, parce que c'est le plus important en nombre, mais aussi parce que cet emploi nécessite forcément la détention d'un diplôme qui est reconnu par le Code du sport et qui est enregistré sur un répertoire de France Compétences, répertoire national des certifications professionnelles. Donc c'est une reconnaissance de l'État d'une part à travers France Compétences et puis une garantie entre guillemets via l'inscription à l'annexe 2 du Code du sport que le détenteur du diplôme peut encadrer contre rémunération en toute sécurité pour les pratiquants ou pour les tiers. Donc obligation de détention de diplôme, une multitude évidemment de disciplines sportives avec plusieurs niveaux d'encadrement, que ce soit de l'animation, de l'entraînement ou voire même d'entraînement de haut niveau. Ça a une conséquence, c'est qu'on a un secteur et sur ce métier-là où il y a pléthore de diplômes actifs qui permettent de viser la profession générique d'éducateur sportif. On en a presque 300. On est entre 250 et 300 et qui sont portés par différents certificateurs. On a le ministère de l'Enseignement supérieur, bien sûr, donc ça c'est les STAPS, hein, DUSC, licence, master. On a le ministère des Sports, qui est un ministère certificateur. C'est évidemment pas du tout le cas de tous les ministères, mais en l'occurrence, le ministère des Sports a 3 niveaux de diplôme, hein. Un diplôme d'animateur, le BPGEPS, un diplôme d'entraîneur, le DEGEPS, et le diplôme d'entraîneur de haut niveau, le DES. Et puis, notamment, mais j'y reviendrai juste ensuite, parce que ces deux niveaux de diplôme, en tout cas ces deux filières-là, permettaient pas de répondre à l'ensemble des besoins en emploi
qu'on a pu nous identifier, on a créé une troisième typologie de diplômes que sont les CQP, certificats de qualification professionnelle, qui sont les diplômes qui sont portés en direct par la branche, donc par les 5 organisations que je vous évoquais tout à l'heure, qui se sont réunies et qui ont créé un organisme certificateur sport, qui a une personnalité morale et qui a vocation à faire vivre cette quarantaine de diplômes, et j'y reviendrai. Et puis enfin, on a aussi la possibilité pour des fédérations notamment de mettre en place ce qu'on appelle des titres à finalité professionnelle. Alors elles sont quelques-unes dans le sport à le faire. On a le football qui le fait, le hand, la natation, mais c'est pas la majorité. La majorité des fédérations passent notamment par la branche pour mettre en place des CQP. Donc évidemment, le dénominateur commun de l'ensemble de la plupart de ces formations, en tout cas ministère des Sports, branche pro et les titres portés par les fédés, c'est qu'elles sont bâties sur le principe de l'alternance. Et ça correspond, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à ce que disait Amandine, ça correspond à cette typologie de contrats d'apprentissage, contrats de pro, qui sont largement utilisés aujourd'hui dans notre secteur. Donc pourquoi nous on a créé les CQP? Parce que, encore une fois, on a un certain nombre d'emplois qui sont saisonniers, qui pour un certain nombre d'autres sont à durée temps de travail très partiel, le soir, le week-end, parfois en complément d'un autre emploi, parfois en complément d'une vie étudiante ou même d'une situation de retraite. Et que évidemment, quand on veut travailler l'été pendant ses vacances scolaires ou quelques heures la semaine, on va pas aller chercher un master STAPS, une licence STAPS ou même un DUST, et on va pas non plus aller chercher un diplôme du ministère des Sports, puisque le premier niveau c'est le BP, qu'il faut 2 ans d'études et que ce sont des diplômes qui sont, en tout cas pour ceux du ministère des Sports, un peu coûteux. Donc on a mis en place voilà, la solution CQP, c'est des diplômes qui sont beaucoup plus courts, qui sont beaucoup moins coûteux et qui permettent avec agilité d'avoir un diplôme reconnu et qui répond aux exigences donc du code du sport, parce qu'il est reconnu donc par le Code du sport, mais aussi par France Compétences. Ils sont tous enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles. Et c'est une façon, en dehors de répondre à des besoins d'emploi de courte durée ou à faible temps de travail, c'est aussi une façon de mettre le pied à l'étrier, de rentrer dans la filière sport à travers cet emploi d'éducateur sportif grâce à un CQP. Donc on a une quarantaine de CQP qui sont créés, 80 000 certifiés depuis la mise en place de cette politique. Et on voit encore une fois que ça concerne notamment des professionnels jeunes, hein, puisque les certifiés, pour la moitié d'entre eux, ont moins de 30 ans. Donc c'est vraiment un marchepied d'entrée dans la filière. Et puis, on a, comme c'est un marchepied, on a évidemment un enjeu de pouvoir articuler ce niveau de diplôme CQP avec les autres diplômes de l'écosystème, et en particulier avec les diplômes du ministère des Sports. Donc là, il y a évidemment des travaux qui sont menés pour permettre d'intégrer des parties de CQP dans le BP, de faire qu'un détenteur de CQP n'aura pas besoin de repasser l'intégralité de la formation au BP pour obtenir ce diplôme-là. Donc finalement, c'est une entrée progressive dans la filière lorsqu'on entre à travers un diplôme porté par la branche. Les CQP, ils ne sont pas portés par la branche de manière seule. Pour 90% d'entre eux, ils sont portés en collaboration avec des fédérations. La Fédération française de tennis a tapé à notre porte pour dire voilà, on a besoin de premier niveau de diplôme d'encadrant de tennis, d'autant qu'eux n'ont pas de BP, donc leur premier niveau c'était le DE. Évidemment, ça répond pas à tous leurs besoins d'emploi. Donc on a créé avec eux le CQP éducateur tennis. Donc c'est la branche qui en a la propriété, qui fait les démarches pour le faire reconnaître et ensuite qui le délègue à la Fédération française de tennis. La Fédération française de tennis ensuite a mission d'habiliter des organismes de formation pour déployer la formation sur tous les territoires et pour répondre au plus près des besoins. Donc on a cette solution de certification qu'on articule avec des certifications de niveau entre guillemets plus important pour permettre une évolution en tout cas dans ce métier-là. Et puis par ailleurs, on a une troisième action, donc création de CQP. Première action, c'est l'histoire. Deuxième action, c'est qu'on les articule avec des autres niveaux de diplôme. Et le troisième, c'est que on veut renforcer, on l'a dit tout à l'heure, le temps de travail, l'employabilité de nos éducateurs sportifs, et donc en l'occurrence de ceux qui rentrent via des CQP. Et donc, on a fait évoluer un peu notre politique de branche ces dernières années, où on a créé autour de nos diplômes des modules spécifiques
sur du développement des activités, sur de la promotion d'un événement sportif, sur les activités socio-sportives que je vous évoquais tout à l'heure, sur l'encadrement d'une activité physique ou sportive, sur prescription médicale. Donc là, en fait, c'est des modules courts qui vont se plugger au CQP. Donc, ça permet à un titulaire de CQP d'aller chercher des compétences complémentaires pour œuvrer en dehors de ces temps d'encadrement aussi pour la vie de la structure et accompagner son développement. Et puis, comme on a pu constater à travers la cartographie prospective des métiers du sport que je vous ai présenté tout à l'heure, qu'il y avait des véritables besoins extrêmement forts de compétences de développement d'activité dans les structures sportives, notamment de petite taille, pour répondre toujours au plus près des attentes des pratiquants, on a créé depuis 2 ans un titre à finalité professionnelle de branche. Bon, le TFP, on s'en fout du nom, mais c'est surtout le chargé de développement d'une structure sportive associative, où là, c'est l'idée que on puisse permettre à des jeunes qui veulent s'engager dans les structures du sport d'aller chercher vraiment des compétences en termes de développement, de promotion, d'organisation d'événements, mais au profit, en l'occurrence, là, spécifiquement, de petites structures associatives. Et c'est vrai que la combinaison d'une certification d'éducateur sportif avec celle de chargé de développement, on voit que ça commence à prendre. Je vous disais, l'offre de formation, elle existe depuis même moins de 2 ans, 1 an et demi, et que la demande explose quand même sur le terrain. On a beaucoup d'OF qui ont candidaté pour porter cette certification. On a beaucoup de stagiaires actuellement qui sont entrés dans cette formation de chargé de développement parce qu'on sait qu'il y a énormément d'attentes, notamment dans les petites structures sportives dans tous les territoires. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on a créé récemment et qui a vocation à être évidemment pas la solution absolue, mais une des réponses aux enjeux de renforcement d'employabilité et de fidélisation et d'évolution dans la filière. Je ne sais pas s'il y a... Oui. Oui, bonjour Romain, merci pour cette présentation. Moi, je vois de la part de l'UCPA. Oui. J'avais juste une question pour le TFP. C'est un diplôme de quel niveau du coup? Alors, c'est un diplôme de niveau 5. Donc, c'est un diplôme qui commence déjà à être un peu consistant. Et d'ailleurs, il est plus dense que les CQP, qui sont plutôt des diplômes de niveau 3 ou 4, qui sont des formations vraiment courtes de 150 à 200 heures. Là, le TFP, on bascule sur quelque chose de plus dense. Il fait environ 800 heures. Il peut se passer en apprentissage, donc il y a beaucoup de contrats d'apprentissage qui ont été déployés sur cette certification-là, parce que pour le coup, c'est pas le cas des diplômes de CQP qui sont pas éligibles à l'apprentissage. Ils sont notamment trop courts en termes de durée et ils sont pas éligibles à l'apprentissage. Par contre, le TFP l'est. Ouais. Ok. Merci. Avec plaisir. Donc on a parlé des politiques autour de la certification, mais la certification, ça a un coût, la formation a un coût, et donc notre enjeu aussi, c'est en dehors de proposer des solutions de certification, d'essayer de mettre du lien entre les différentes filières. Alors, il y a d'ailleurs l'enjeu de la lisibilité que j'ai pas évoqué, que j'aurais pu évoquer si on avait un peu plus de temps. Je vais quand même en dire 2 mots, parce que quand on évoque les 4 filières, évidemment, et les 300 diplômes, quelqu'un qui est passionné par le sport, qui évidemment ne connaît pas forcément ces filières, c'est très compliqué de se repérer et de savoir quel diplôme aller chercher en face du métier que je veux exercer. Donc on a un vrai enjeu là de lisibilité de tout ça, et donc on est en train de mettre en place une plateforme où on va, je vous évoquais aussi nos 20 fiches métiers sur la cartographie prospective, on va les mettre en lumière sur cette plateforme-là. On a des vidéos promotionnelles de nos différents métiers qui sont créés actuellement en lien. Et en face de chacun des métiers, on va proposer les informations sur la certification nécessaire pour aller exercer ce métier. Et même en face de la certification, en cliquant sur l'assertif, d'avoir une cartographie de l'ensemble des organismes de formation qui proposent la formation à la certification en question. Donc, il y a ce travail qui est quand même un travail très lourd, parce que 300 diplômes, c'est des choses qui sont très évolutives, hein. Les nombres d'organismes de formation évoluent, il y a des sessions qui s'arrêtent, il y en a d'autres qui commencent ailleurs, enfin bref, donc c'est quelque chose qu'on va devoir suivre au jour, quasiment quotidiennement. On a une grosse plateforme d'information qui aura vocation à donner de la lisibilité sur ce sujet, notamment de la certification.
parce que je pense qu'aussi dans la difficulté de trouver des candidats, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont passionnés par le squash, qui doivent se dire mais il ne doit pas y avoir d'emploi, comment je dois me former, qui très vite abandonnent parce qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est très compliqué de se repérer. Donc voilà, on a quand même ce gros enjeu-là d'information qu'on est en train de travailler. Mais donc, l'autre enjeu, c'est celui du financement des formations, parce que quand bien même je disais que les CQP, c'est des formations courtes, elles sont quand même un peu coûteuses. Et donc, on a mis aussi en place donc, un dispositif de financement des formations. Dans le cadre de la convention collective, dont je vous disais tout à l'heure qu'elle est négociée entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés, on a une disposition qui impose aux employeurs du sport de verser une contribution à la formation. Nous, ça nous permet d'avoir une enveloppe annuelle pour répondre aux demandes et aux attentes des salariés pour leur permettre de financer leur formation. Alors évidemment, c'est aussi de répondre aux demandes des employeurs qui envoient leurs salariés en formation. Toujours est-il qu'on a une enveloppe que nous gérons et qui nous permet d'accompagner un financement avec l'objectif que ça revienne quasiment à un coût zéro. Alors ça dépend de la durée de la formation, de son coût, mais l'objectif c'est que ça ne coûte presque rien aux personnes qui suivent la formation ou à leurs employeurs évidemment. Donc les gros chiffres, je vais pas vous perdre, c'est pas forcément parlant, mais c'est 280 millions d'euros qui sont engagés par an, qui sont gérés. Alors, la politique est portée par la branche, mais l'opérateur, celui qui traite les demandes, c'est l'AFDAS, c'est un opérateur de compétences. Il en existe 11 en France, et les 11 opérateurs de compétences couvrent les 300 champs professionnels français. Et donc pour le sport, l'opérateur de compétences, c'est l'AFDAS, et l'AFDAS a vocation à aussi œuvrer sur 30 autres branches, qui sont toutes plus petites que la branche du sport, mais par contre qui sont tous des branches connexes, qui ont vraiment des particularités communes avec la nôtre. C'est toutes les branches du spectacle, du théâtre, du cinéma, des médias, et donc il y a des vraies connexions entre ces différentes branches, et donc on a un opérateur commun qui est donc l'AFDAS, qui est l'interlocuteur lorsqu'il y a des demandes de financement de formation. On voit que la branche est extrêmement dynamique en matière de formation, puisque plus d'un salarié sur deux, c'est les dernières données très consolidées, c'est 2023, plus d'un salarié sur deux de la branche en 2023 a suivi une formation, et on a 14 000 structures employeurs de la branche qui ont envoyé des salariés en formation en cette année 2023. Et puis on l'a évoqué tout à l'heure, on a plus de 23 000, on est plus sur 25 000 aujourd'hui, alternants, alors surtout des contrats d'apprentissage, contre beaucoup moins en 2020, alors 8 000 en 2020, mais c'était encore 2 fois moins 2 ans avant, quoi. Donc il y a vraiment eu un boom de l'apprentissage dans notre secteur. Et donc, cette manne financière, ça nous permet, en dehors de financer les formations, de mettre en place des dispositifs très concrets qui répondent vraiment au plus près des besoins. Donc, on a une enveloppe disponible, par exemple, pour la formation des dirigeants bénévoles. Donc, quand on est dirigeant bénévole d'une structure du sport, on peut taper à la porte de l'AFDAS pour obtenir le financement d'une formation qui doit évidemment être en lien avec l'exercice de sa mission de dirigeant bénévole pour sa structure sportive. On a un autre public particulier que sont les sportifs professionnels que j'évoquais tout à l'heure. Là, on a mis en place une solution d'accompagnement à la reconversion des sportifs professionnels. Donc, c'est ce qu'on appelle un appui conseil. Donc, c'est des prestataires spécialisés dans le sport et dans le conseil en évolution professionnelle qui vont accompagner des sportifs sur l'identification de leurs compétences et soft skills en lien avec leur carrière de sportif pro, le fait de les accompagner à réussir à valoriser ces compétences-là qui sont très attendues par les employeurs, et puis à les accompagner à monter leur projet professionnel. Et une fois que le sportif qui veut se reconvertir à un projet qui est assez arrêté, cet appui conseil va aussi les aiguiller vers les formations à suivre s'il est nécessaire d'aller chercher des compétences techniques. Mais voilà, donc c'est un dispositif très particulier pour répondre à un public particulier de notre secteur. Et puis après, on a un catalogue de formation de la branche. Donc là encore, il est financé via les contributions des employeurs. Donc un employeur qui va envoyer un salarié sur une formation courte qui est proposée par la branche. Donc là, c'est plus les CQP, c'est 20 thématiques de formation sur le développement d'activités, sur de la promotion, sur des recherches de subventions, etc. C'est des formations d'une dizaine d'heures. Qui sont donc prises en charge par la branche. Donc l'employeur ou le salarié qui sont intéressés, ils ont juste à démarcher l'AFDAS pour envoyer, sans avoir aucune somme à payer, leurs salariés dans une formation du catalogue.
Donc voilà, c'est des dispositifs qui contribuent à accompagner la professionnalisation. Je n'ai pas évoqué action individuelle et action collective, parce que ça, c'est les deux grosses enveloppes qu'on a. Ça, c'est finalement pour répondre à toute demande de formation. Dès lors que ça répond à la définition juridique d'une formation, bah, on a des enveloppes pour former au CQP, au BP, au DE, ou à tout autre diplôme dans le marketing sportif ou autre. On a des enveloppes qui sont aussi consacrées pour ça. Romain, je mettais dans le fil, ne pas hésiter à me contacter sur ces sujets, vu que chez nous, c'est Oui. Estelle qui les suit, qui est dans mon bureau en plus, donc ça facilite l'échange. Mais voilà, s'il y a des sujets que vous voulez creuser, notamment sur la formation des bénévoles ou des salariés dans le sport, et ce qu'on peut faire avec l'ABDAS, n'hésitez pas à nous poser la question, on peut vous accompagner là-dessus. Et n'hésitez pas, parce que j'ai pas posé la question, c'est dans des structures, c'est pour la plupart dans les structures où vous œuvrez aujourd'hui, à adhérer au Cosmos si c'est pas déjà le cas de votre structure, parce que là, il y a tous les accompagnements aussi possibles sur ces sujets-là. Je fais une petite pub au passage. Sachant que les fédérations prennent en charge les adhésions de leurs ligues régionales, comités départementaux et de leurs clubs affiliés. Pour la plupart d'entre elles, pas toutes, mais la plupart le font. Alors, s'il restait un peu de temps, j'avais un dernier petit focus à faire sur les enjeux d'insertion. Je sais que c'était une demande assez forte l'année dernière dans la promotion précédente. Je ne sais pas si c'était aussi le cas cette année, mais juste en quelques mots, on a alors l'insertion, tout ce qu'on vient d'évoquer, il y a évidemment des sujets d'insertion, mais c'est aussi de comment le sport peut être un vecteur d'insertion professionnelle en tant que tel. Parce que, je vous l'évoquais tout à l'heure, on a une sorte de nouveaux métiers qui apparaissent, et notamment donc tout ce qui concerne le sociosport, c'est-à-dire je suis une structure sportive et je veux mettre en place des démarches qui ont vocation à identifier des personnes en difficulté sociale ou économique et à leur faire pratiquer une activité sportive, leur remettre, les accompagner dans leur resocialisation et voire même les accompagner jusqu'à la recherche d'un emploi. Et donc il y a des choses qu'on travaille nous au niveau de la branche autour de ces enjeux-là. Et vous avez compris maintenant, avant de lancer toute démarche, tout outil, tout travaux sur ces sujets, on a d'abord mené une étude un peu dense sur le sujet, donc le panorama national de l'insertion professionnelle par et dans le sport, qui avait vocation d'identifier justement tous les acteurs qui œuvrent sur ce champ du sociosport et de faire des monographies, c'est-à-dire de faire des descriptions très précises des actions qu'ils peuvent porter. La vocation, c'était d'abord de les valoriser, parce que c'est des acteurs qui font des choses assez incroyables et qui sont assez peu connus et assez peu valorisés, donc il y avait cet enjeu-là. Et puis d'identifier les freins et les leviers pour accompagner leurs actions. Et donc, si je rentre dans le vif du sujet, donc on a pu décrypter donc une soixantaine d'actions qui ont été menées au profit donc de 20 000 bénéficiaires, donc ces personnes en difficulté qui ont pu être touchées par diverses actions qui ont été portées. Et on voit que sur les 20 000 bénéficiaires, 60% ont, suite à l'action dont ils ont pu bénéficier, ont pu trouver un travail, un emploi ou voilà, accompagner leur socialisation. Donc en tout cas, c'est des choses qui sont extrêmement concrètes et qui ont été extrêmement remarquables en termes de résultats. Et donc l'idée, nous, c'était qu'on puisse aussi mettre notre pierre à l'édifice. Donc on a mis en place avec les partenaires sociaux justement une certification pour accompagner les structures qui souhaitent porter ce type d'action-là. En fait, il y a deux volets. Il y a l'accompagnement des employeurs. Donc là, on est en train de mettre en place avec l'AFDAS ce qu'on appelle les appuis conseils insertion. C'est-à-dire qu'on a des spécialistes de ces questions du sociosport. Je ne sais pas si vous connaissez des structures comme Sport dans la ville, Rebond, Dalir. C'est des structures dont c'est vraiment la vocation première, qui sont vraiment des experts de la question. L'idée, c'est qu'on puisse permettre à des structures sportives de bénéficier de l'expertise de ces structures-là. Donc, on met en place des appuis conseils employeurs. Donc, on va faire un appel d'offres, on va financer ce type d'appui conseil. Donc, un employeur du sport qui a la volonté de déployer des actions impactantes comme celle-là va pouvoir solliciter l'AFDAS et potentiellement être retenu pour bénéficier d'un accompagnement d'un prestataire comme ceux que je vous ai cités pour qu'il les accompagne dans la mise en place de ce type d'action-là. Et puis, en dehors d'accompagner l'employeur, évidemment, il faut, pour pouvoir déployer des actions efficaces, qu'on ait
éducateurs sportifs compétents et qui vont acquérir des compétences très spécifiques sur ces sujets. Et donc, en parallèle, on met en place actuellement une certification sur le sociosport et qui sera proposée. Si on revient sur notre petit schéma de tout à l'heure, on a nos corps de métier CQP, et puis à côté, on a des modules ou des certifications plus courtes qui sont connectées. Donc, dans ces formations plus courtes, on a en cours de finalisation cette formation et cette certification sur le sociosport. Voilà pour ce mini focus sociosport et insertion dans le sport. L'idée, c'était qu'on puisse, s'il y avait volonté de poser des questions, se garder un tout petit temps en fin de présentation. Donc là, on arrive au bout. J'ai essayé de pas... c'est assez dense, hein, j'en ai conscience, mais on n'est pas rentré non plus dans le détail de tous les sujets. Il y aura encore énormément de choses à dire sur ce qu'on peut porter et qui pourrait potentiellement vous intéresser, mais ça semblait déjà pas mal pour un premier échange. Mais en tout cas, voilà, maintenant, si vous avez des remarques, des questions... Comme on le disait au début, de toute façon, le sujet est de fait un peu technique et on n'a pas vocation à faire de vous les experts. Il faudra aller beaucoup plus loin. Et pour le coup, il y a des ressources disponibles, notamment au Cosmos, quand il faut creuser des points plus complets ou plus précis. Donc là, vraiment, c'était l'idée de vous sensibiliser. Donc, ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses que vous voulez peut-être qu'on précise, ou même si ça répond s'il y a des enjeux que vous pouvez rencontrer dans vos structures, c'est intéressant de le partager. Ça peut aussi intéresser les collègues. Ouais, n'hésitez pas. Là, on a encore quelques minutes devant nous pour cette phase d'échange. J'ai une petite question sur la première commission dont vous parliez. Donc, on a dit l'Observatoire des métiers du sport, c'est ça? Oui. Demain, si une structure veut faire appel à cette commission, ça marche comment? C'est quoi un peu le process si on veut mener une étude avec vous? Alors, en fait, cet observatoire et les études qu'il porte sont financées via une part des contributions formation que je vous évoquais tout à l'heure. Et en fait, il a vocation à répondre à des enjeux transversaux qui sont portés par les partenaires sociaux. Donc finalement, c'est pas des structures, alors, au contraire de l'organisme certificateur sport, où là, on est évidemment, on est à l'écoute des demandes de fédérations qui vont créer leur CQP. Là, c'est nous qui sommes finalement nos propres commanditaires d'études. Alors évidemment, s'il y a des bonnes idées d'études qui vont servir l'ensemble de l'écosystème, on les portera avec grand plaisir. Mais par contre, on ne fait pas d'études pour une fédération, pour un club ou pour une structure, parce qu'on tout simplement, on n'en a pas les moyens en fait. On a les moyens pour faire 2 études par an, et donc ces études-là, alors, on essaie de les réfléchir pour qu'elles servent le plus grand nombre dans l'écosystème, quoi, et qu'elles servent nos réflexions et nos prises de position. Ok, d'accord. D'accord, ça marche. Et dans l'accompagnement un peu du coup que vous pouvez faire, typiquement, justement, faire savoir un peu tout ce qui existe, ouais, un petit peu dans cet univers-là. Comment est-ce que vous intervenez, si vous intervenez? Alors, si, on intervient dans des salons, dans un certain nombre de salons, on fait Au Club France. au Club France aussi, au Salon des Sports, au Salon des Maires. Après, il faut savoir que le Cosmos, on a, et je ne l'ai pas évoqué, mais on a un réseau de 150 représentants territoriaux. Donc, le Cosmos, c'est 22 salariés. Après, c'est un conseil d'administration au niveau national avec 31 personnes morales. C'est des personnes morales, donc évidemment représentées par les personnes physiques qui composent notre conseil d'administration. Donc là, c'est les principales fédés, c'est les principales unions de clubs pro et c'est les principales... ça reprend les 3 collèges que je vous ai présentés au début. Mais ensuite, on a un réseau de 150 à 200 correspondants territoriaux. Et eux, leur rôle, c'est notamment de nous représenter dans tous les territoires, de participer à des événements sportifs ou à des événements de promotion, surtout du sport, pour justement porter ces enjeux-là, porter à la connaissance de ceux qui pourraient être intéressés l'existence de ces métiers, de ces certifications, de ces formations. Donc on essaie sur le maximum possible de déployer la bonne parole. Après, je veux dire, on va avoir une plateforme de communication spécifique qui sera allée en place dans 1 an, je pense, maintenant. Donc parce que franchement, c'est quelque chose de très dense, donc ça va mettre du temps, mais qui aura aussi cette vocation à être ouvert au grand public pour le coup. D'accord, ça marche, merci.
Je vous ai remis dans le fil en accès direct les 4 dernières études, on va dire, qui peuvent être publiées par le Cosmos. Donc, une sur la féminisation de la branche sport, une sur l'étude sur l'impact social, sociétal et économique du sport, dont on entend souvent parler en ce Ouais, moment. j'aurais Donc, pu en dire deux n'hésitez mots de pas à celle-là. la Ouais. consulter. Voilà, je peux te laisser en dire deux mots derrière. Une étude sur l'impact héritage des Jeux olympiques et paralympiques. Et la branche du sport publie son rapport emploi-formation 2024. Donc voilà, je verrai comment je peux les remettre sur sportif, mais non, techniquement, j'aurai pas de difficulté. Mais voilà, n'hésitez pas à les consulter pour aussi vous acculturer sur ces sujets-là. Et vas-y, Romain, si tu veux dire un mot rapide Oui, sur. peut-être terminer là-dessus, parce que c'est la dernière étude qu'on a publiée. Pour le coup, elle a fait grand bruit. Effectivement, elle est reprise partout par les ministres, mais pas que des sports, hein. C'est celle donc, sur l'étude d'impact, donc l'impact social, sociétal et économique du sport. Parce que je vous disais tout à l'heure, on a des enjeux de modèle économique, on a une baisse des subventions publiques. Alors évidemment, nous, on essaie de créer les conditions pour permettre à des structures de elles-mêmes créer leur activité, mais on considère aussi que ces structures, elles ont un impact tellement fort qu'elles devraient être beaucoup mieux accompagnées par les pouvoirs publics. On fait du lobbying régulier auprès de l'État. On a obtenu pendant ces 5 dernières années environ 10 millions d'euros par an, par exemple, juste sur l'aspect formation qu'on est allé chercher en explicitant en quoi le sport va vraiment apporter quelque chose à la société. Et puis, on s'est rendu compte que il nous manquait des données vraiment objectives, factuelles, pour qu'on puisse pas nous dire, bah non, enfin, vous nous dites ça, mais comment vous pouvez le prouver? Bon, bref, on voulait qu'il y ait une meilleure reconnaissance de notre écosystème et du sport par la société et par les pouvoirs publics. Donc, on a fait une étude pour mesurer tous les impacts en termes de santé, en termes d'inclusion, en termes d'insertion, traduit après en impact économique. Et ce qui est ressorti de cette étude, c'est que 1 euro investi dans le sport, ça permet une économie directe ou indirecte pour les pouvoirs publics de 13 euros. Parce que c'est des économies extrêmement prégnantes, encore une fois, surtout en santé, hein, c'est 240 milliards de coûts évités par an grâce à la pratique sportive, dont 140 milliards rien que sur la santé. Mais on voit aussi que France Travail économise 5 milliards par an parce que je vous évoquais juste avant les activités socio-sportives qui ont notamment vocation à accompagner des personnes en difficulté, sans travail, et, à les resociabiliser et à reprendre confiance en elles et même à développer des compétences avec elles pour aller chercher un emploi. On voit que ça marche et ça fonctionne réellement et que ça a été vraiment mesuré scientifiquement et que aujourd'hui, nous, on utilise cette étude à toutes les sauces pour tous les interlocuteurs qu'on rencontre pour négocier des choses, pour dire, mais voyez en quoi le sport, voilà ce qu'il apporte à la société, et évidemment qu'il faut qu'il soit beaucoup mieux accompagné, porté, parce que c'est aussi au bénéfice des pouvoirs publics, alors on parle national, mais surtout même territoriaux, quoi, des municipalités, des conseils départementaux, des conseils régionaux, enfin bref, partout on essaie de porter cette étude, et elle est reprise effectivement par les ministres. Et on a eu beaucoup d'impact dans les médias, dans divers et variés, télé, radio, on a pu la présenter. Donc voilà, ça c'est la dernière qu'on a publiée en tout début d'année 25. Donc, Et ouais, donc, si dans vos travaux, dans vos missions respectives, vous devez démarcher une municipalité, hein, pour aller chercher des subventions, bah là aussi, donc je crois que tu disais, Romain, tu l'as mis en ligne. Il y a des synthèses de cette étude-là. Ça peut aider. ouais, je vous ai mis les liens vers la page, on va dire, qui présente l'étude. Et à chaque fois, vous avez du coup le renvoi vers l'étude complète ou la synthèse. Donc, en fonction du temps que vous avez et de ce que vous voulez consulter, vous y avez accès sans souci. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques? N'hésitez pas, si ça doit venir plus tard aussi, vous n'hésitez pas, je ferai remonter à Romain. Pas de souci. Yes. Bah, merci beaucoup. Ben, merci à toi, Romain, en tout cas. Avec Toujours plaisir. agréable de t'avoir avec nous chaque année. J'essaierai, enfin, ça, le webinaire enregistré, je vous le mettrai en ligne sur Sportif dans les prochains jours. On vous informera, on vous mettra aussi à disposition le support et on renvoie vers les études que j'ai pu vous mettre dans le fil là. Donc, comme ça, vous pourrez regarder tout ça. Si vous voulez regarder un passage en particulier, vous pourrez le faire. Il n'y a pas de souci sur le sujet. Et comme je disais en introduction du webinaire, on va vous envoyer d'ici fin juillet le calendrier de tous les webinaires entre septembre et décembre. On est en train de finaliser la programmation avec les différents intervenants.
On a pas mal avancé aussi sur la programmation du séminaire de décembre, donc avec déjà quelques intervenants qui sont bloqués. Voilà, on finalise tout ça pour le prochain séminaire. On vous enverra l'heure du jour, je pense, autour de octobre-novembre, quand tout le monde sera confirmé. Mais en tout cas, tout ça est en train de se caler sans souci. Profiter de l'été, potentiellement des vacances, de la plage, pour aller passer un peu de temps sur sportif, pour avancer un peu sur les contenus qu'on vous partage. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas. On aura aussi quelques vacances côté CNO, mais on essaiera d'avoir toujours quelqu'un pour vous répondre. Donc voilà, on se retrouve du coup de notre côté en septembre, pour les prochains webinaires. Encore merci Romain, encore merci Avec à vous pour plaisir. la présence ce soir et les échanges. Et je vous souhaite une bonne soirée et un bel été. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. soirée. Au revoir, bon été. Ouais. Merci, Au bonne revoir. soirée. Bonne soirée.